comprendre la femme? L'ignorance, c'est le manque de lumière, c'est l'obscurité. La vraie lumière vient de la connaissance, de l'apprentissage, de l'école. Ce qui nous guide et qui nous développe dans la vie, c'est bien la connaissance. La lumière éternelle, la lumière continue, c'est la connaissance. C'est elle qui nous développe et développe nos nations. Alors aujourd'hui, fidèles de Moussoya, bienvenue et merci encore de nous faire confiance pour discuter de connaissances, pour discuter de scolarisation, pour discuter de développement, particulièrement en ce qui concerne la jeune fille. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons aujourd'hui une de nos éminentes femmes engagées, on peut dire, pionnière, en tout cas au XXIe siècle, de l'enseignement moderne, celle qui, malgré, on peut dire, un début un peu timide, on peut dire une enfance dans l'Afrique, du Mali, qui s'est retrouvée aujourd'hui proviseur d'un lycée français. Alors, avec beaucoup d'enthousiasme et un grand honneur, accueillons la proviseure, l'éducatrice par excellence, Maï Traoré. Moussoya est votre choix privilégié pour le changement, l'action et l'espoir au service de sociétés plus jeunes et plus apaisées. Chaque semaine, nous vous offrons des conversations audacieuses et des histoires inspirantes d'Afrique et d'ailleurs, avec une attention particulière aux femmes d'impact. Moussoya, c'est donc votre plateforme. Proposez des thèmes, recommandez des invités et n'hésitez pas à nous confier vos messages et publicités. Moussoya, mieux comprendre la femme. Madame la proviseure, bonjour et bienvenue sur Moussoya, qui se veut un espace de réflexion et de transformation positive. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour parler aujourd'hui de scolarisation des filles. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, Kumba. Merci infiniment pour cet honneur qui m'est fait, pour cette invitation à m'exprimer, à prendre la parole sur ce thème qu'est les Moussoya. Merci. Merci, c'est nous. C'est nous. Et aujourd'hui, moi, je suis à New York, toi, tu es à Paris. Et notre régie avec le grand réalisateur Augustin Echoubihi et toute l'équipe technique est à Bamako. Donc, c'est vraiment une émission, on peut dire, mondiale, globale. Et grâce au génie de la technologie aujourd'hui, de l'éducation, de la connaissance, nous arrivons à tenir une conversation sur la scolarisation des filles. Alors, Maï, qu'est-ce qui a motivé ton engagement et ta passion pour l'enseignement? Comment tu te retrouves aujourd'hui à proviseur de lycée? Alors, si on a 4 heures devant nous, comme c'est la période du bac en ce moment pour les épreuves, on pourra développer. Mais très rapidement, l'éducation a toujours été pour moi un lieu de transformation. J'ai grandi avec des femmes puissantes, certaines ayant été à l'école, d'autres pas. Et elles ont eu à me transmettre sans cesse le savoir, la connaissance et l'amour de l'école. Ok, super. On sait qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de défis, mais quand même, on va remercier, rendre un hommage à nos parents, rendre un hommage à nos enseignants, même si on sait que là où on veut être, on n'a pas encore atteint la destination, mais quand même, ayant une Maï Traoré aujourd'hui, de la jeune fille bamakoise à la proviseure du lycée français, c'est beaucoup. Avoir beaucoup de Kumbaba, avoir des Augustin Echoubihi. Donc, je pense que quand même, en Afrique, particulièrement, on est en train de faire un peu du progrès. Mais peut mieux faire. Si je te demandais aujourd'hui, en tant que spécialiste du domaine, de nous dépeindre un peu l'image, comme on le dit, le picture, comment c'est? Est-ce que c'est très sombre ou bien on peut quand même se féliciter des petits pas qu'on a eus, spécifiquement quand on parle de scolarisation de jeunes filles? Alors, ce n'est pas sombre, mais ce n'est pas non plus totalement éclairé. Donc, on est dans un verre à moitié plein et moi, j'aime à le voir
grandir progressivement. Donc, je tends vers cet espoir-là. L'état de l'école, avec les chiffres sur la scolarisation des filles, on est à moins de 50%, malgré les efforts effectivement engagés depuis 2019, notamment par le plan sectoriel d'éducation et le programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle qui a eu lieu sur le territoire malien, mais on reste encore en deçà. Moins de 50% de jeunes filles scolarisées dans un pays, ça veut dire qu'on se prive de 50% de compétences, de qualité en moins. Et dans ce cas-là, il conviendrait toujours, me semble-t-il, de continuer l'épreuve des petits pas, de continuer à remplir effectivement tous les espoirs et de construire encore davantage des écoles et de favoriser cette scolarisation à grands pas, mais surtout de le maintenir. Et maintenir la scolarisation, ça veut dire que même si elle progresse, il faut éviter de les faire sortir de l'école trop tôt, sans les niveaux de qualification requis, niveau 3 ou niveau 4 jusqu'au bac, pour qu'elles puissent être diplômées et ne pas sortir à un cours de route. Ça aussi, c'est un sujet. Totalement, totalement. Les défis sont nombreux. C'est vrai qu'il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, d'accéder à l'école. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être aussi gérées, bien gérées, côté infrastructure, côté qualité de l'éducation, mais aussi beaucoup de choses qui doivent être relevées pour que les filles puissent être maintenues à l'école. Parce que certes, il y a des progrès qui ont été faits au niveau de l'école primaire. Nous savons qu'il reste un défi. L'enseignement continu, le niveau secondaire et le niveau universitaire reste encore, vraiment, on peut dire, c'est comme un rêve, un mirage que beaucoup de femmes africaines, spécifiquement maliennes, n'arrivent pas à atteindre. Donc, je n'ai pas les statistiques, peut-être toi, tu l'as en tant que spécialiste dans le domaine, mais je ne pense pas que nous soyons même dans les 5% au niveau de l'éducation universitaire. Bon, filles et garçons, de toutes les façons, beaucoup même les garçons n'aiment pas trop embrasser les études supérieures et au niveau des domaines scientifiques et tout ça, c'est de grands défis. Avant que nous ayons beaucoup dans la conversation, avant que nous avancions, nous avons voulu quand même avoir des témoignages. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas traiter la tête de quelqu'un à son absence. Donc, on a voulu entendre des jeunes filles elles-mêmes, des femmes maliennes elles-mêmes, par rapport à ce sujet crucial qui est l'éducation des filles. Alors, je demande à la régie de mettre le témoignage de Awa Idrissali, qui s'est prononcé sur la thématique de la scolarisation des filles. Écoutons Awa. Moussoya, mieux comprendre la femme. Salam alaikum, Tanti Kumba. J'espère que ça va et que toute ton audience se porte à merveille. J'aimerais encore une fois te remercier de me donner la possibilité de m'exprimer sur un sujet aussi important. Alors, pour ce qui est de mon avis sur la question, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui au Mali, le vrai défi n'est plus seulement d'inscrire les filles à l'école. Parce qu'on le remarque à travers les statistiques que ces dernières décennies, le taux de scolarité des filles a quand même augmenté. Pour moi, le véritable fléau, c'est que les filles, malgré ce taux croissant, sortent trop tôt de l'école. Le décrochage scolaire aujourd'hui des filles est massif et souvent silencieux. Et ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment les mariages précoces, les grossesses non désirées, la pression familiale, même les croyances sociales limitantes. Et tout cela pousse aujourd'hui les filles à quitter les bancs avant même d'avoir les armes pour choisir une voie pour leur avenir. Selon moi, ce qu'on doit remettre en question aujourd'hui, ce n'est pas seulement le système scolaire, mais aussi le regard qu'on a en fait sur le rôle des filles dans la société. À mon avis, il faut sensibiliser les parents. Il faut qu'on renforce en fait l'accès à la santé reproductive et qu'on puisse offrir un accompagnement psychologique et académique aux filles qui sont à risque, donc qui ressortent de communautés où ces pratiques sont très, très ancrées. Il est important aujourd'hui de créer des espaces sûrs dans les écoles et surtout de repenser les programmes pour qu'ils soient plus adaptés aux réalités de toutes les filles, même celles qui deviennent mères très jeunes, surtout ces dernières d'ailleurs. Car il est important de rappeler qu'une fille qui décroche aujourd'hui, c'est simplement un avenir qu'on freine.
À contrario, une fille qu'on soutient, c'est une société qu'on propulse. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui à ton audience, c'est qu'on ne doit pas laisser nos filles tomber en route. Donc voilà, merci beaucoup Tanti Kumba. Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, Maï, Oui. Je pense que ça quand même donne un peu d'espoir. Écoutez une jeune fille malienne, une leader engagée en gestation, qui arrive à avoir de tels arguments, qui arrive à élever la voix. Donc, ça veut dire que vraiment, il nous faut cette école-là. Il nous faut ce guidage-là, il nous faut ce mentoring-là, il nous faut ce coaching-là pour avoir des citoyennes qui peuvent construire un pays. Alors, elle a parlé de certains défis. Le défi du décrochage scolaire, le maintien des filles à l'école. Elle a touché un peu à la problématique des violences basées sur le genre. Elle a touché un peu à la qualité des programmes. Qu'est-ce que tu peux ajouter après avoir écouté Awa? Alors, d'abord, remercier Awa pour cette analyse et les mots qu'elle emploie sur le sujet de la scolarisation. Et donc, elle a soulevé énormément de leviers et de freins qui existent. Quand elle dit effectivement que la problématique n'est pas tant de scolariser les filles que de les maintenir dans l'école, ça c'est une réalité, c'est un fait. Et il me semble aussi que c'est le poids de la société et la compréhension qu'on peut avoir de l'intérêt qu'on peut donner à cette école-là pour la place de la fille au sein de cette école. Effectivement, tout à l'heure, Kumba, vous parliez de chiffres. Moi, j'aime bien parler des chiffres. Je suis allée chercher quelques chiffres puisés dans les données statistiques maliennes. Et effectivement, on se rend compte qu'en 2023, donc c'est récent, hein, c'est extrêmement récent, on a les filles représentent 47,1% des effectifs de l'enseignement fondamental, puisque c'est ça la base pour moi. Commencer par l'enseignement fondamental en scolarisant les filles, on se rendra compte qu'en montant progressivement, on pourrait les accompagner au plus haut niveau. Donc, quand on est à l'enseignement fondamental premier cycle et qu'on est à 47%, ces mêmes filles, toujours en 2023, représentent 48,2% dans l'enseignement du deuxième cycle, toujours le cycle fondamental. Tout ça est un peu progressif, de pas beaucoup, mais encore une fois, on préfère regarder et boire le verre à moitié plein et se rendre compte qu'il y a une évolution et donc il y a des efforts qui ont été engagés et que les mentalités, le curseur en tout cas dans les mentalités bouge. Et tout en continuant sur l'année 2023, on voit que l'effectif en enseignement secondaire des filles, elle se stabilise à 47%. Et au niveau technique, maintenant, les filles représentent 44% des effectifs totaux en 2023 pour l'enseignement technique. En enseignement secondaire professionnel, et ça c'est un sujet de section professionnelle puisque je travaille moi dans un lycée professionnel et technique, donc un établissement polyvalent, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien aborder. Les filles, cette fois-ci, représentent 42% des effectifs en 2023. Donc voilà, on est sur une stabilisation des taux avec une légère augmentation dont il faut effectivement se féliciter, mais le combat reste encore à mener, absolument. Waouh, ces chiffres-là, je vous écoutais et je me disais, waouh, c'est complètement contraire à ce que moi je pensais. Parce qu'on entend souvent dans les dires qu'au niveau primaire, qu'il y a même plus de filles des fois dans les classes que de garçons. Mais à vous écouter en 2023, ce n'était pas du tout pareil. Les filles n'atteignaient même pas la moitié. 47% de l'effectif. Mais on sait aussi qu'au Mali, avec la crise et la guerre ces 10 dernières années, il y a eu tellement d'écoles fermées, il y a eu tellement de filles qui ont été retirées de l'école, qui n'ont pas pu avoir accès, parce que même avec les terroristes qui refusent des fois que les filles partent à l'école ou exigent beaucoup de choses, notamment le port du voile, qu'il y ait totalement des femmes professeurs, enseignantes, hein, qu'il y ait des séparations entre les garçons et les filles. Donc, les défis sont énormes. Mais, absolument, comme vous l'avez si bien dit, on va quand même opter pour le verre à moitié, à plein, et dire que ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais il y a quand même eu des progrès
et acheminons-nous vers le 50-50 et si possible, que 100% des filles puissent avoir accès à l'école. Il y a une deuxième fille leader, ou femme leader, elle m'a dit, Tati Koumba, je ne suis plus fille, hein? J'ai plus de 30 ans, donc je ne suis plus fille. Mais moi, je la vois toujours comme une jeune fille. Donc, écoutons Kouroutou Mouberté, qui s'est aussi exprimé sur la question de la scolarisation des filles. Moussoya, mieux comprendre la femme. Ah, nous sommes femmes, ça. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Berthé Kouroutoumou, malienne. Aujourd'hui, je veux m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, la scolarisation des filles. Encore aujourd'hui, des milliers de filles sont arrachées au banc de l'école, soit à cause de la pauvreté, soit à cause des mariages précoces ou simplement parce qu'on pense souvent qu'elles n'en ont juste pas besoin. Et pourtant, une fille instruite, c'est une femme capable de faire ses propres choix. C'est une femme qui prend soin de sa famille. C'est une femme qui participe à l'économie du pays. C'est une femme qui brise les cycles de pauvreté. Et ce dernier point, c'est un aspect que nous, les pays en voie de développement, nous ne devons pas ignorer. Parce que une leader en puissance, c'est une femme instruite. Une source de changement pour sa communauté, c'est une femme instruite. Nous devons vraiment passer à la sensibilisation et non de rester sur des promesses creuses. Il faut des lois appliquées. Nous devons avoir des écoles sécurisées. Nous devons avoir des enseignants formés. Il faut parler de ce sujet partout et tout le temps, que ce soit dans les foyers, dans les mosquées, sur les places publiques. C'est pourquoi, que ce soit les leaders communautaires, que ce soit les autorités, les parents, nous avons tous notre rôle à jouer. Et aujourd'hui, moi, Kouroutoumou, j'en appelle à vous qui m'écoutez. Investir dans l'éducation des filles, c'est bâtir un avenir plus juste, plus riche et plus humain. Ne fermons plus la porte des classes à la moitié de notre potentiel. Ouvrez-la et laissons les filles entrer. Parce que quand les filles vont entrer, elles vont briller à 100%. Écoutez ceci, l'avenir n'attendra jamais. Soit nous éduquons nos filles, soit nous restons à genoux. Moi, j'ai choisi. Et vous, vous avez choisi quoi? Moussoya, mieux comprendre la femme. Ah, nous sommes femmes, ça. Alors, je pense que vous et nous, en tout cas avec l'enseignante, la proviseure de lycée, Maï Traoré, nous avons toutes choisi l'éducation des filles. Nous avons choisi l'émergence de nos nations. Nous avons choisi le développement durable. Alors, Maï, qu'est-ce qu'on peut ajouter après avoir écouté Kouroutoumou? Et quelles peuvent être encore les pistes de solutions que vous pouvez ajouter à ce que Kouroutoumou vient d'énumérer? Eh bien, déjà la remercier et faire en sorte que ce qu'elle prône, ce qu'elle vient de dire, puisse trouver écho dans tous les foyers de Bamako, dans toutes les familles et surtout sur le bureau de nos décideurs qui sont à la manœuvre pour pouvoir encore augmenter le nombre de filles sur les bancs d'école. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Il faut aussi engager, comme on aime à le faire chez nous, toute une communauté, c'est-à-dire tout le monde au niveau de la famille et surtout particulièrement les mamans, à encourager la scolarisation des filles partout sur le territoire. Je veux dire, pas seulement à Bamako ou pas seulement dans nos grandes villes où nous avons un accès un peu plus privilégié, mais quand je pense au village, parce que encore une fois, moi je suis native de Bamako, je suis née à Bamako, j'ai grandi à Bamako, mais j'étais aussi à Koulikoro, à l'école de Koulikoro. J'ai fait ma scolarité primaire là-bas, dans un petit coin, et j'ai des souvenirs de ça quand j'avais entre 5, 6, 7 ans. Et ces endroits-là ne devraient pas, à mon sens, être oubliés parce qu'il y a aussi des âmes, des élèves, des jeunes filles à absolument encourager, je dirais même à sauver. À sauver, toute une nation à sauver. Parce que quand on sauve ces jeunes filles, c'est la nation tout entière qu'on sauve en même temps. Je voulais quand même qu'on revienne un peu en arrière par rapport aux solutions et toucher à la problématique de l'enseignement technique et professionnel. Oui. Parce qu'en tant que femme, en tant que mère, malienne, bamakoise, j'entends beaucoup
de mères qui voient en l'option technique professionnelle comme si c'était une option moindre. C'est comme si c'était l'échec. Tout le monde veut que ces enfants continuent dans des styles classiques, embrassent des métiers de blue collar, comme on le dit, mais quand on demande à ceux qu'on aille vers des filières techniques ou professionnelles, les mamans en général n'épousent pas cette idée. Or, avec le taux de chômage que nous avons, avec tout ce qu'il y a à construire chez nous, on est tellement en retard sur le développement. Est-ce que embrasser les filières techniques des professionnels ne serait pas à l'avantage de tout le monde? Alors, non seulement ce sera un avantage, mais ce sera carrément répondre au taux de chômage et au développement du pays. Je m'explique. Mais cette mentalité de relégation et de rejet de l'enseignement professionnel et technique, c'est pareil en Europe ici et particulièrement en France, où effectivement on va dénigrer, on va rejeter en disant que c'est une voie de garage et que c'est pour les élèves moins bons, ce qui est absolument une erreur. L'enseignement technique va concilier deux choses, la partie théorisante intellectuelle des apprentissages et la partie pratico-pratique d'expérience et d'acquisition des gestes. Et donc, l'élève qui va rentrer en carrosserie, en électricité, en bâtiment, ici chez moi, on travaille le verre majoritairement et le vitrail, ou dans d'autres métiers au niveau de la construire par exemple l'artisanat autour des métiers d'art que nous avons, et nous avons énormément de choses dans nos métiers d'art culturels que sont par exemple la transmission du bogolan, comment est-ce qu'on construit le bogolan, comment est-ce qu'il se travaille, comment est-ce qu'un mec galadon, c'est-à-dire les colorations qu'on fait sur les tissus, quel type de tissu, quelles sont les composantes des terres que nous utilisons, parce que le Mali est riche d'une terre rouge ocre qui a énormément de composants et de richesses permettant justement d'amener une conception au niveau technique sur les approches. Tout ça existe. Ce que je veux dire, c'est que la ressource est là, la matière première existe sur le sol malien. La population est extrêmement jeune et dynamique et présente aussi. Maintenant, il reste la formation et l'autorisation de se donner le champ des possibles. En mettant un petit peu dans la tête, en déboulonnant dans la tête des uns des autres qu'aller en lycée technique et professionnel, ben, ce n'est pas nul. Au contraire, c'est avoir un geste, un savoir-faire, une transmission séculaire des patrimoines que nous avons. C'est aussi contribuer au développement de l'État, du pays. 2, on peut absolument ouvrir des formations en partenariat avec ces entreprises qu'on créera ou qui existent déjà et qui ont besoin, ces entreprises, de main-d'œuvre. Donc, l'élève va devenir un apprenant, un alternant. Il va faire, par exemple, 2 semaines dans le lycée, 2 semaines dans l'entreprise, en étant sur un statut soit scolaire ou un statut salarié. Ça, c'est extrêmement riche et extrêmement… Ce sont des pistes de réflexion qui vont contribuer à absorber le taux de chômage et à mettre en place une qualification professionnelle. Ça, c'est important. Merci infiniment, mais je pense que même si en Europe, on n'embrasse pas beaucoup ces filières dites professionnelles ou techniques, on va dire l'Occident, c'est encore un peu développé. Mais chez nous, où tout est à construire, je pense que nous ferons mieux de vite changer de mentalité et d'embrasser ces filières. Et de plus, avec le développement du monde, on voit que la main-d'œuvre là, ça commence à être très cher. Hein? Donc, embaucher un électricien, embaucher un peintre, embaucher quelqu'un pour sa vitrail, c'est beaucoup d'argent. Donc, les jeunes, surtout les jeunes filles, je nous invite toutes vraiment à changer de mentalité et d'embrasser ces filières. Maï, avec votre expérience en tant que fille de la diaspora, aujourd'hui, quelles sont vos collaborations avec nos autorités, que ce soit nos autorités politiques, que ce soit nos autorités communautaires? Vous venez de mentionner avoir débuté votre école à Koulikoro, dans la 2e région administrative du Mali. Alors, qu'est-ce que vous apportez maintenant en retour au pays? Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que vous avez des programmes? Est-ce que vous êtes en train d'investir mentalement, comme on dit, avec les cervelles? Même si vous n'investissez pas financièrement, mais la première recherche, je peux dire, c'est la connaissance. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec
La première connaissance, c'est ce qu'on a dans la tête, la richesse. Et aussi ce que disaient mes parents, le premier diplôme le premier mari d'une femme, ce sont ses diplômes. Et après, on peut se marier et faire des enfants, ce qui est très souhaitable. Mais avoir un diplôme lorsqu'on l'a et qu'on l'obtient, on le garde à vie. Mes liens avec le pays et tout le pays ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai dans mon établissement l'association des étudiants maliens d'Île-de-France qui viennent tout le temps. Je leur mets en disposition des salles de classe, des locaux pour qu'ils fassent leurs réunions, leurs rencontres, leur préparation et surtout de networking, c'est-à-dire se rencontrer, se réseauter, parce que lorsqu'ils sont seuls et qu'ils sont confrontés aux difficultés ici en Europe, eh bien, ils sont seuls, alors que quand on est plusieurs, on est beaucoup plus fort. Et la puissance, pardon, pas le poids, la puissance de la communauté, il ne faut jamais négliger cela. Participer aussi, comme c'était le cas à Pantin, avec l'événement culturel par des associations Soninké, Peul, Bambara, qui mettent en exergue et en évidence la culture de nos bassins, de nos bogolans, j'en parlais, de nos coiffures, de nos traditions musicales, puisque l'année 2025 a été déclarée année de la culture par l'État malien. Donc, c'est contribuer aussi au rayonnement de cette culture-là. Et ensuite, mettre en place des projets qui me tiennent à cœur depuis plus de 20 ans, l'ouverture d'une école, l'ouverture aussi d'une piscine olympique, parce que je suis une ancienne nageuse de l'Aqua-Club de Somono à Bamako quand j'étais étudiante, élève au collège de Missira ou au lycée Askia Mohamed, et on allait nager régulièrement, et je pense que c'est important qu'on puisse mettre en place une éducation de qualité publique, parce que les établissements privés, il y en existe beaucoup, et j'insiste sur le public parce que c'est l'État qui se doit de former sa jeunesse, ses enfants, et donc et de leur donner effectivement cette confiance-là dans le pays en les enseignant les bases, nos valeurs, et bien sûr l'instruction publique. Et bien sûr, la natation, ça me tient à cœur parce que je suis une ancienne nageuse et que le club Omnisport de Bamako mériterait de rayonner et d'être rouvert à des compétitions que j'appelle de mes voeux. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'ils ont déjà fait la rénovation de la piscine olympique à l'Omnisport, qui est maintenant la salle... le stade à Modibo Keïta, du président Modibo Keïta. Et mais bien sûr, peut mieux faire, surtout à vulgariser, parce qu'il y a beaucoup de femmes comme moi, de beaucoup d'enfants, encore maliens, qui ont une peur bleue de l'eau. Or, c'est très important de nager, surtout quand on commence à prendre de l'âge avec les muscles et tout. Apparemment, c'est très, très bien. Moi, je connaissais beaucoup ton engagement parce que je t'ai vu sur le terrain avec notre sœur Kadiatou Silla de la Guinée. Vous êtes quand même deux de nos figures emblématiques dans la région parisienne par rapport au militantisme, par rapport à l'engagement, par rapport au soutien surtout des populations immigrées. Donc, nous vous remercions beaucoup, beaucoup pour cela, mais je voulais quand même profiter aussi de ce plateau pour que les uns et les autres, les unes et les autres, apprennent à connaître un peu plus Maï. Donc, on va retourner encore sur notre thématique de la scolarisation des filles. Dans les témoignages qui sont passés, Awa, Korotoum ont un peu touché à la problématique des violences basées sur le genre, que les écoles, nos espaces soient des espaces sûrs. Et vous, particulièrement en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante, en tant que première dirigeante d'un établissement scolaire, je suis sûre que vous connaissez un peu sur cette thématique. Aujourd'hui, quel cri de cœur, quel appel on peut faire aux violences faites aux femmes et aux filles, spécifiquement dans un contexte scolaire? Très bien. Alors, juste pour les violences dans un contexte scolaire, c'est les brimades. C'est souvent pas mal les brimades qu'on peut subir, que les jeunes filles peuvent subir. Mais je voulais revenir sur les freins tout à l'heure parce que je n'ai pas développé les freins
les principaux freins à l'éducation des filles. Ces freins sont d'abord sont multiples d'une part, mais sont d'abord économiques. C'est un sujet qu'il ne faut pas négliger, puisque nous sommes un pays, je l'ai dit, avec énormément de ressources et de richesses, mais aussi un niveau de revenus extrêmement faible. Et la richesse, elle est d'abord chez chaque Malien et Malienne, et aussi dans le sol malien. Ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne connais aucun Malien qui ne soit pas patriote. Je n'en connais pas. Chaque Malien que je rencontre à travers le monde, parce qu'on est un peu partout, et surtout particulièrement ici au niveau de la diaspora malienne, ce sont des hommes et des femmes engagés avec l'amour de la patrie chevillé au corps. Et ces défis économiques, d'abord, c'est le coût d'éducation d'une fille. On a tendance à dire que ça coûte cher. Mais oui, une fille, ça coûte cher. Et ce n'est pas toujours perçu comme un investissement rentable, entre guillemets, un mot que je déteste. Socioculturellement, ensuite, on a les mariages. Une de vos intervenantes l'a dit tout à l'heure, les mariages précoces, qui sont basés sur le poids de la tradition. Et j'adore nos traditions, mais lorsque on oblige une jeune fille à se marier très tôt, on l'empêche. Et lorsque on commence tout de suite à peine sortie de l'adolescence à être dans le mariage et à faire des enfants, ce qui est une très, très bonne chose, on en oublie qu'on a aussi une vie de femme à côté et qu'on pourrait poursuivre ses études tout en étant mariée. Et ce poids de tradition, il faut qu'on le regarde en face et qu'on y prenne garde. Il y a le regard reprobateur et souvent médisant de la communauté. Et ça aussi, il faut qu'on arrive à y faire attention. Ah, vous avez vu, un tel, elle a tel âge, elle n'est toujours pas mariée, c'est une vieille fille, ou elle n'a pas d'enfant, etc. La vie de tout un chacun appartient à sa vie. Chaque parcours est différent, chaque parcours est riche. Et moi, je me bats justement pour mettre dans la tête de mes élèves, filles, le fait qu'elles doivent s'autoriser à être ce qu'elles veulent être et à se construire comme elles veulent se construire et non pas écouter ce qu'on peut appeler des ragots de quartier. Et puis, bien évidemment, il y a tous ces freins liés à l'école elle-même, ce qui sont à Bamako un peu plus structurés, mais au-delà, donc dans les régions, manque d'infrastructures scolaires. Moi, je me souviens, mais ça date de très longtemps, quand j'arrivais à Missira, j'avais les bancs. Donc, ma mère nous avait acheté des bancs qu'on amenait et on était nombreux dans la classe et on partageait le banc avec un autre camarade de classe. Tout ça amène ça, c'est des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfants, des souvenirs de collège et c'est magnifique, c'est super parce que j'en parle encore plus de 30 ans après, mais ça amène des bons souvenirs parce qu'on rentre dans une forme de sociabilisation, de socialisation que dont le Mali a le seul secret parce qu'on est des hommes et des femmes riches en humanité. Et ça, c'est une richesse absolue dont le Mali peut se targuer de fierté. Les enseignants aussi, non formés ou peu formés, et bien évidemment, le manque de sécurité qu'on pourrait avoir pour aller travailler durement pour un salaire qui n'est pas forcément très élevé. Donc, tout ça, ce sont quelques freins qu'il faudrait qu'on arrive, en tout cas que les autorités puissent se pencher dessus, malgré tous les autres défis auxquels il faut faire face, notamment au regard de la situation politique, militaire, etc. Mais il y a une guerre fondamentale qu'il faut mener, c'est la guerre de l'école. Et celle-là, elle n'est pas négociable. Ok, donc avant que nous ayons sur la thématique des violences basées sur le genre, vous avez voulu revenir un peu en arrière pour vraiment élaborer sur les défis, mais ça m'a encore donné une petite question de relance. Parce que je sais que dans votre deuxième ouvrage, Moi proviseur, où vous avez parlé de vous en tant que chef d'une institution, votre expérience, votre vécu, vos témoignages, je me permets de lire ce passage dans l'ouvrage où vous dites « Au cours de ma carrière, j'ai vu trop de jeunes filles restreindre leur ambition scolaire et professionnelle sous le poids des stéréotypes familiaux et sociaux, que vous venez d'ailleurs de toucher. Je suis profondément convaincue, au contraire, qu'il faut les aider,
à tout s'autoriser pour leur bien comme pour celui de la société. Alors, dans les défis, pourquoi vous n'avez pas parlé de ce mental et de ce blocage psychologique ou autre que les jeunes filles peuvent elles-mêmes se mettre comme frein? J'ai une petite anecdote. Une fois, je visitais une petite commune de la région de Kita et j'ai trouvé à peu près une dizaine de jeunes filles soninké qui étaient au bord de la fontaine d'eau. Elles faisaient la lessive. Donc, je les ai approchées, on a chahuté, on a un peu discuté. Et après, je les ai demandé, donc l'année dernière, si je viens, toi, tu seras en classe supérieure, donc celle qui était en CM2, je lui ai dit, ok, donc tu vas évaluer. Celle qui était en 3e niveau, j'ai dit, tu vas aller au 4e niveau, celle qui était au privé, donc l'année prochaine, je te verrai quand même au lycée. Donc, elle a dit, non, l'année prochaine, quand vous allez venir, la plupart d'entre nous seront mariés. J'ai dit, quoi? Et elle disait ça d'une manière très fière. J'ai dit, mais comment marier? Vous n'avez même pas à peine 16 ans. Vous parlez déjà de mariage et vous êtes brillante à l'école? Elles disent oui, parce que la fierté d'une femme, c'est de ne pas se vanter d'être chez son père, mais plutôt d'être chez son époux. Bon, je me suis dit, elles sont gamines, elles ont été conditionnées, c'est pas vraiment, elles ne sont pas suffisamment conscientes de ce qu'elles disent, mais c'est plutôt la société qui les a conditionnées. Mais au fur et à mesure que j'avance en âge, je pense que certaines d'entre nous ne se sentent valorisées que quand elles sont chez monsieur, qu'on leur dise Madame Tant. Et si ça peut venir à 16 ans, si ça peut venir à 15 ans, si ça peut venir à 18 ans, tant mieux. Donc, dans les freins, est-ce qu'on ne doit pas aussi toucher à cette thématique-là de la conscience ou inconscience, avec tout le respect que j'ai, psychologique, qu'on a dans nos têtes, consciemment ou inconsciemment? Alors, parfaitement, vous avez parfaitement raison, Kumba, d'aller sur ce versant-là, mais c'est ce que j'appelle le déboulonnage des esprits et l'évolution des mentalités. Maintenant, lorsqu'on est à l'extérieur du pays, on a d'autres aspects, on voit d'autres combats, on voit d'autres femmes. Donc, vous comme moi, on peut effectivement, on est privilégiés d'avoir cette pensée-là. Je ne leur jette pas du tout la pierre à ce groupe de jeunes filles, ni vous non plus, vous ne leur jetez pas la pierre, je le sais bien, mais le fait qu'elles raisonnent de la sorte montre juste la sphère dans laquelle elles sont, le lieu où elles sont installées, où elles vivent et où elles entendent au quotidien, où elles regardent sur les réseaux sociaux et puis elles observent que la cousine ou une copine a eu un beau mariage qui a coûté des milliers de francs CFA pour pouvoir une journée faire un super mariage, ce qui est parfaitement honorable, hein, c'est pas du tout une critique. Mais la situation précaire des parents qui les associe à se dire ne va pas à l'école parce que tu pourrais m'aider à faire des tâches domestiques, ou marie-toi vite parce que tu seras une bouche de moins à nourrir et tu ne seras plus sur la charge de la famille, ce sont des choses qu'on peut totalement comprendre puisque vous, comme moi, on y a vécu et on connaît. Mais je crois aussi à une jeunesse qui est en train de changer justement ce curseur-là petit à petit. On peut tomber sur un groupe de jeunes filles comme celle que vous avez rencontrée qui tiendrait un discours différent selon le lieu où vous allez les croiser. Voilà. Et dans le lieu où vous allez les croiser, notamment dans la capitale à Bamako, vous allez peut-être en avoir qui vont dire « mais moi je travaille, j'ai mon salaire et je me suis acheté soit ma moto ou ma petite voiture et je suis très fière. J'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone et je vais maintenant m'ouvrir à tout ce qui est les métiers du numérique qui gagnent du terrain puisqu'on a vu quand même que les emplois évoluent. Il y a une distance qu'il faut mesurer et qui va se résorber petit à petit, mais il faut encore du temps. Et la pédagogie, c'est du temps. Et de l'argent. En tant que femme mature, quand même, quand on dépasse la cinquantaine, on peut parler de son expérience. Ce que je peux dire à toutes nos filles qui nous écoutent et même nos fils aussi qui nous suivent hein, dans cette émission, c'est que travaillons, ayons les diplômes, comme nos parents nous ont enseigné. Le premier diplôme d'une femme, le premier mari d'une femme, c'est son diplôme. Et je vous assure qu'avec la connaissance, le boulot, l'argent, les hommes vont venir à gogo. Parce qu'en tant que mère, on ne vous veut pas célibataire.
On est des Africaines, on se valorise en famille, on se valorise dans un setting, papa, maman, enfant. C'est ça, l'Africaine que nous sommes, on est communautaire. Donc, on n'a rien à dire par rapport au refus du mariage. Non, 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 non. Nous voulons le mariage. Mais nous voulons le mariage sur des bases solides, sur des bases saines, où la femme et l'homme, le papa et la maman, l'époux et l'épouse peuvent mutuellement contribuer au bien-être familial. Donc, c'est une tradition. Et l'amour, et de l'amour. Oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand il y a l'argent, l'amour est plus facile. Quand il y a l'argent, l'amour est plus facile. Ce n'est pas qu'on est matérialiste. Et la femme et le garçon aujourd'hui, tout le monde veut être avec quelqu'un ou quelqu'une qui peut contribuer. Personne ne veut être avec quelqu'un qui n'a rien à offrir. Donc, on est d'accord. Donc, on va demander à la régie une petite transition, le temps de souffler un peu et vous rappeler que vous êtes avec Moussoya Diaspora. Nous parlons aujourd'hui de scolarisation des jeunes filles et nous sommes avec la militante engagée, la proviseure, avec un grand E à la fin, Maï Traoré depuis Paris. À tout à l'heure. Moussoya est votre choix privilégié pour le changement, l'action et l'espoir au service de sociétés plus jeunes et plus apaisées. Chaque semaine, nous vous offrons des conversations audacieuses et des histoires inspirantes d'Afrique et d'ailleurs, avec une attention particulière aux femmes d'impact. Moussoya, c'est donc votre plateforme. Proposez des thèmes, recommandez des invités et n'hésitez pas à nous confier vos messages et publicités. Moussoya, mieux comprendre la femme. Merci encore d'être au rendez-vous hebdomadaire avec votre émission citoyenne, votre espace de conversation et de transformation positive. Aujourd'hui, nous sommes avec Maï Traoré, militante engagée, enseignante depuis Paris, qui nous rejoint, une de nos fiertés de la diaspora africaine. Nous savons qu'aujourd'hui, pas seulement qu'en Afrique, mais de par le monde, les Africains et Africaines font bouger les choses. Donc, sur la thématique de la scolarisation des filles, nous avons parlé de la problématique, nous avons parlé du niveau, non seulement quantitatif et qualitatif, quand il s'agit des différents cycles d'enseignement. On a plaidé beaucoup pour que, en tant qu'Africains et Africaines, nous revoyons vraiment notre compréhension de l'enseignement et qu'on commence à beaucoup plus embrasser les niveaux techniques et professionnels. Donc, on a parlé aussi de beaucoup de solutions, mais je voulais quand même que nous touchions, Maï, si vous le permettez, bien qu'on va beaucoup l'élaborer dans notre deuxième émission, c'est la thématique des violences basées sur le genre, spécifiquement dans le contexte scolaire. Comment cela se manifeste? Vous avez parlé de brimage, je ne sais pas si c'est ce que vous avez utilisé. Est-ce que c'est les harcèlements que vous appelez ou bien c'est plutôt nous, en africaine, là, quand on parle de l'école seulement, on a peur de nos professeurs. Parce que nous, on a été quand même éduqués avec la baïonnette. Oui, oui. Il y a donc des fois, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi des types de violences que nous, quand même, on a subies. Institutionnelles. Ce sont des violences institutionnelles, puisqu'elles sont légitimées par l'école, par le maître d'école, qui donne des coups de cravache, qui donne des coups de bâton, parce qu'on a mal appris une leçon, etc. Je vais vous faire partager une expérience personnelle aussi là-dessus. Moi, je n'étais pas une brillante élève quand j'étais en primaire à l'école Missira, mais ce qui était assez choquant et frappant pour moi, c'est que quand j'étais à Koulikoro Croix, Koulikoro Bas, et que je faisais mes premiers pas, j'avais un amour pour l'école. J'y allais avec cette innocence et cette envie tous les matins avec tous les frères, sœurs, les cousins, et on y allait avec gaiement et on était choyés puisque l'État offrait chaque matin le petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on avait un droit à un morceau de pain tout chaud et du lait chaud dans du bol. J'ai souvenir de ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui fait que j'ai un amour pour notre école malienne marqué dans mes tripes, dans mon corps, puisque j'ai été nourrie par cette école malienne-là. Et c'est ce que je dis tout le temps ici, quand on me pose la question de mon parcours. Mon parcours, c'est d'abord une scolarisation sur les écoles et les bancs maliens et conforté après par les bancs ici à Paris.
Mais ce souvenir-là, il est marqueur parce qu'un enfant qui arrive en maternelle, en primaire et qui est accueilli par du pain chaud et du lait chaud et du vrai lait chaud, puisque Flo non, je suis de lait donc j'adore ça en plus. C'est magique. Et ça vous ouvre le champ des possibles pour apprendre et être heureux à l'école et faire votre mieux de votre mieux. Ensuite, j'arrive à Paris. Je fais une scolarisation, je découvre que effectivement, on est très attentif. C'est l'époque de l'enfant roi, la scolarisation se passe bien. Et puis au retour à Bamako, cette fois-ci à l'école Missira, là, je découvre une violence institutionnelle par l'école où il y avait, selon que vous avez 5 fautes à la dictée, vous aviez 5 coups de fouet pour arriver à la moyenne de 10. On était pris par 4. Ceux qui sont de ma génération ont connu ça. Et bien, tu n'as pas 4. On te prenait deux personnes, un qui tient les bras, l'autre était suspendu dans le vide, dans la salle de classe devant tout le monde, et tu es battu à coups de baïonnette, à coups de cravache par le censeur qui venait à la demande du maître le faire. Tout ça, ce sont des choses qui ont existé et j'espère vraiment que ça n'existe plus. Et je pense que ça n'existe plus, ça doit être condamné. Non, je pense que ça n'existe plus officiellement. Il y a quelques brebis galeuses, bien sûr, parce qu'avec la Convention sur les droits de l'élimination, sur les droits des enfants, hein, donc la Convention des droits des enfants qui a été aussi ratifiée par le Mali. Donc, nous savons qu'on n'a plus de punition corporelle, ni psychologique d'ailleurs, hein, dans nos établissements. Et avec les comités de gestion scolaire, hein, les CGS, donc qui veillent à renforcer. Mais bien sûr, il y a quelques brebis galeuses et d'où même des cas publics où des parents ont porté plainte et des maîtres, les enseignants ont dû faire la prison. Bon, c'est pas bien vu dans nos sociétés, mais en même temps, quand ce genre de trauma, Dieu merci, on a pu échapper, mais des fois, les séquelles restent à vie. Les séquelles restent à vie. Alors, certains arrivent à s'en sortir que d'autres, mais effectivement, chacun est différent. Peut-être faire acte de pédagogie que d'aller tout de suite à la prison, à la plainte, etc. C'est plutôt enseigner aux éducateurs que la pédagogie, c'est pas quelque chose qui se décrète par une autorité violente, mais qu'il faut un accompagnement, etc. Mais tout ça rentre dans vraiment dans l'OPA qu'il faut mettre en place, hein, une orientation projet d'avenir pour notre école qui nécessiterait, me semble-t-il, que les ressources d'enseignants soient d'abord formées. On ne s'improvise pas professeur, on ne s'improvise pas maître, on ne s'improvise pas enseignant. C'est un métier à part entière qu'il faut, il faut être formé, il faut être engagé, il faut avoir un chevillé au corps, un sacerdoce vraiment de se dire que vous allez transmettre à des enfants des connaissances, des apprentissages et l'État se doit d'être à la hauteur et donc c'est l'État qui est garant de ces formations-là et de ces recrutements-là. Donc, moi, j'invite vraiment les parents à une vigilance. J'invite aussi nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos formateurs à une vigilance accrue sur une pédagogie qui se doit d'être bienveillante, certes, rigoureuse toujours, mais en objectivité sur les apprentissages. Les apprentissages, rien que les apprentissages. Et bien sûr, pour les apprentissages, pour la formation des encadreurs, hein, pour la formation continue, je pense que le premier ou la première condition sine qua non d'abord doit être l'amour pour le métier, la passion. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de gens qui vont dans la filière de l'éducation, qui deviennent enseignantes, qui deviennent encadreurs, pas par passion. Des fois, c'est juste mécanique, je fais ça en attendant. Hein? Et en attendant, c'est beaucoup de milliers d'enfants qui passent entre tes mains. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que parents d'élèves que nous sommes, hein, autorités publiques, communautaires, politiques, tout le monde doit pouvoir dénoncer cela. Déjà que nous avons beaucoup de défis par rapport à nos systèmes éducatifs, il ne faudrait pas beaucoup qu'on ajoute. Donc, Maï, hein, je pense que cette première consultation-là tire un peu vers sa fin. Je ne sais pas s'il y a des points que vous vouliez évoquer auxquels on n'a pas touché. C'est peut-être le moment avant de conclure l'émission. Alors oui, sur les 3 métiers, j'aime à dire qu'il y a 3 métiers où on ne peut pas dire qu'on fait de l'à peu près ou on fait ça en attendant. Le premier, c'est médecin. On n'est pas médecin en faisant ça en attendant. Policier et bien évidemment professeur. Et lorsqu'on emploie ces 3 métiers-là, on n'a pas le droit à l'erreur pour moi.
pour l'école… Maï, pardon, répétons ça encore, parce que beaucoup de nos compatriotes et compatriotes masculins et féminins doivent entendre ça. Particulièrement dans le métier de l'enseignement et des médias. Parce que c'est là où je l'entends le plus. Je pense que médecine, là, n'est pas donné. Tout le cycle est trop long. Donc, on ne peut pas faire ça en attendant la plupart du temps. Policier, le recrutement n'est pas facile, mais hommes et femmes de médias et enseignement. Ah, Maï, j'ai beaucoup de gens qui sont là-bas qui disent que ma était non, les follow. Il y a une adoration, il y a une barasson. Avant d'avoir du boulot, je fais ça en attendant. J'ai dit, mais ça, c'est pas du boulot. C'est l'un des meilleurs boulots du monde. Oui, bah, j'espère qu'ils auront les déclics. Madame la professeure, répétons encore. Parions, gageons qu'ils auront le déclic et qu'ils sauront développer cette fibre passionnelle. Mais en tout cas, 3 métiers auxquels on n'a pas droit à l'erreur et de l'à peu près, c'est vraiment médecin, policier et tout ce qui est enseignement et bien évidemment journaliste parce que vous faites aussi de la pédagogie et vous êtes des collègues d'établissement. Merci infiniment. Il me semble. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci du fond du cœur. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose par rapport aux solutions avant que nous nous bouclions particulièrement aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'avec le digital et tout, c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous? On disait avant, le sky is the limit, le ciel est la limite. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'AI, il n'y a pas de limite. Donc, non, c'est au-delà. C'est au-delà des nuages maintenant, puisqu'il y a les clouds, mais c'est bien au-delà. Oui, je voudrais ajouter 2 points. Pour le numérique, pour rester sur cette ligne-là, moi, je suis dans un combat aussi, puisque les réseaux sociaux amplifient les défis de notre école. Je suis dans ce combat-là parce que vous ne pouvez pas mettre dans les mains de n'importe quel enfant tout de suite un smartphone, un téléphone relié à Internet avec tous les réseaux sociaux, non sociaux souvent, que je peux qualifier de vomito, puisque souvent ça va juste montrer des choses moqueurs, faisant du buzz ou appel à l'agressivité ou au harcèlement, on en parlera, et ça reste là pour le coup des vomitos et des lieux où si ce n'est pas accompagné de pédagogie, ça fait plus du mal et c'est meurtrier. Donc là-dessus, il faut une vigilance accrue et l'école se doit, ici en France comme partout en Afrique sur le territoire, parce que la jeunesse est beaucoup plus nombreuse, jeune, puisque c'est quand même sur le continent qu'on trouve la population la plus jeune, d'y prendre garde, d'y faire attention parce que c'est extrêmement dangereux de mettre un smartphone sans les explications ou les à côté qui permettant justement de nuancer ce qu'on peut y lire. Et j'invite les uns les autres là-dessus à développer une vigilance. Un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est sur le rôle des mères, le rôle de nos mamans, le rôle de mes sœurs, comme moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents, des grands-mères, tantes, et puis ma mère qui est à Bamako et qui doit suivre votre émission, puisque toutes les femmes de Bamako vous suivent. Je veux la saluer. Affectueusement, je l'appelais Thatcher parce qu'elle avait cette rigueur, cette bienveillance et qu'elle ne transigissait pas avec le travail, le sérieux et toujours aller au devant, hein, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on ne sait pas faire. Si on ne sait pas, on va chercher et puis on se débrouille, on avance. J'ai un appel aux mères pour qu'elles puissent dire à leurs enfants, filles comme garçons, ma fille, tu es belle, tu es puissante et je t'aime. Mon fils, tu es beau, tu es puissant et je t'aime. Et ne pas faire de hiérarchie entre les enfants de sexes différents, garçons et filles, parce que lorsqu'un enfant grandit en écoutant ces mots dits par les mères et les pères aussi, bien sûr, hein, que j'invite, je ne les exclue absolument pas, mais qu'une maman puisse montrer qu'elle a une confiance absolue en sa fille, eh bien, croyez-moi, ça, c'est une énergie, c'est une barrette d'énergie et elle va pouvoir aller loin en se disant « ma mère me fait confiance et ma mère croit en moi ». Et pour cela, il suffit de ces petits mots-là,
La vie est dure, je le sais. Je ne condamne et je ne jette la pierre à aucun parent parce qu'on fait ce qu'on peut quand on est parent. Mais lorsqu'on se couche le soir ou lorsqu'on se réveille le matin ou lorsqu'en fin de semaine, on a une petite pensée pour pouvoir dire à sa fille, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu être curieux, tu as pu voir ce qui se passe, tu as pu aller t'instruire, découvrir quelque chose, développer une compétence ou apprendre une nouvelle chose, plutôt que de vous taire, de ne rien dire, parce qu'on est aussi, malheureusement, dans une société où on ne parle pas beaucoup de ces choses-là, où on est un peu timide sur nos sentiments, de dire à ses enfants qu'on les aime. Eh bien, si on les a fait, c'est qu'on les aime, forcément. Et ce ne sont pas que des bras nourriciers pouvant aider aux tâches ménagères ou autres, ce sont aussi des êtres en devenir avec toute leur entité. Une fois qu'ils sont là, ils sont avec toute leur entité. Et leur identité et entité personnelle, ça leur appartient. Et leur appartenir, c'est leur permettre de l'exprimer et de l'exprimer au service d'eux-mêmes d'abord, ensuite de la nation, de la famille et du peuple en entier. Et je pense que, je le disais tout à l'heure, je ne connais aucun Malien qui ne soit pas patriote et qui n'ait pas l'amour du Mali dans ses veines, carrément, dans ses veines. Moi, quand je vois encore hier ou tout à l'heure les étudiants, c'est l'hymne national, d'abord. C'est qu'est-ce que tu as des nouvelles de Bamako, qu'est-ce que tu as fait? Oui, ben voilà, c'est souvent dommage, on a appris cette situation et on en parle. On vit avec ça, oui. Même si on... Maï, je pense que je t'écoute avec beaucoup d'attention, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je suis 100% d'accord avec vous. Et c'est aussi pour cette raison que Moussoya a voulu s'ouvrir un peu à la diaspora. Parce que ça fait 8 ans que nous privilégions les conversations, mais c'était beaucoup plus des conversations locales, dans nos langues locales. Et récemment, on a voulu s'étendre avec des émissions en français et des émissions en anglais, justement pour que, comme on le dit chez nous, quand on voyage, c'est une école, c'est des enseignements. On ne connaît personne peut-être qui ne soit pas patriote, mais vous et moi, en tant que Maliennes, d'un certain âge, on connaît des millions de Maliens et Maliennes qui ne peuvent pas dire « je t'aime », qui ne peuvent pas vous le dire. Parce que, culturellement, c'est difficile. Vous et moi, on a grandi. Moi, en tout cas, je peux vous le dire ouvertement. La seule fois que j'ai entendu « je t'aime » de mes parents, c'est par écrit. Quand on nous envoyait des lettres, quand on est allé étudier. Mais ce n'est pas vis-à-vis. Donc, aujourd'hui, quand on demande aux parents de faire ça, peut-être beaucoup vont dire « hey, moi, vous là, vous êtes perdus, hein? Comment dire « je t'aime » L'enfant, là, je le blanchis, je le nourris. Je dois aussi dire donc, c'est comme ça la mentalité. Mais je dis, les époques ne sont pas pareilles. Quand nous, on grandissait, tout le monde était traité à la même enseigne. Par exemple, te prendre par 4 à l'école, ce n'était pas un problème. Faire dicter des fautes à la dictée, avoir des coups de cravate, parce que tout le monde était traité. Mais aujourd'hui, quand tu regardes des dessins animés, quand tu regardes des shows, tu vois le petit Américain chuchoté par ses parents, le petit Bambara à la cravache ici et le petit Alpoula a peut-être du lait qu'on lui donne avec des mots tendres. Donc, finalement, les enfants vont penser que c'est eux qui ne sont pas bien traités. Donc, je pense que en tant qu'enseignant, je voudrais peut-être qu'on revienne un peu pour ça. Ce n'est pas parce qu'on est perdu, ce n'est pas parce qu'on essaie de faire du copier-coller quand on demande d'être beaucoup plus tendre, de montrer un peu plus d'affection, en fait de renforcer psychologiquement nos enfants. Oui. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que je sais que cette partie de l'émission-là, les gens qui nous suivent là, n'ont pas encore réagi, mais je vais voir qu'il y aura beaucoup de rouge et beaucoup de grimaces. Les tout bas, oui. Mais en même temps, on n'est pas obligé de dire en français je t'aime. On peut dire mbife. Voilà, et puis en langue aussi, en langue peul, en langue. Voilà. On peut le dire partout. Qui vous a dit, jamais dit mbife, qui n'était pas un copain, qui n'était pas quelqu'un. Est-ce que vous avez personnellement, si je peux me permettre, entendu mbife de vos parents, de vos grands-mères? Moi, non, c'était pareil, même période, c'était très dur. Sans doute peut-être avec mon père, parce que j'étais sur
sur son épaule quand il rentrait de travail et paix à son âme, il n'est plus des nôtres. Mais quand mon père rentrait, je pouvais, pour me faire porter et dire alors ta journée, est-ce que je suis ta préférée, je suis ta chérie, est-ce que tu m'aimes? Voilà, je pense que ces petits jeux-là, on l'a tous fait parce qu'on est tous les chéris de nos papas. Mais le poids de la maman, c'est puissant en fait. C'est pour ça que j'attirais l'attention sur les mamans qui est dans une autre dimension. Parce qu'une fille se construit en regardant sa mère. Elle se construit en regardant faire sa mère. Moi, j'ai beaucoup regardé ma mère se battre, être une vraie administrative dans un pays comme la France où ce n'était pas facile de venir avec ses enfants, de faire face à l'administration avec son boubou, avec Anika Moussoro et son pagne. Et j'adore ça. Moi, je porte beaucoup de boubou, de Moussoro, de choses. Je porte aussi des habits voilà, de l'Occident parce que je ne me laisse pas gouverner par une dictature. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, on est entre vous, Kumba, qui est dans une tenue magnifique, malienne, et moi là, on est la somme justement, elle est magnifique, j'adore, c'est très très beau. On est la somme justement du Mali, c'est-à-dire nos traditions modernisées ou la modernité versus tradition avec les masques africains, avec les repas traditionnels qu'on sait cuisiner, avec la culture dont tout à l'heure je parlais, extrêmement riche. Et j'aime à le dire, n'oublions jamais, les Maliens n'ont pas de revenus, n'ont pas d'argent, mais le Mali est riche. Et ce qu'il faut, là où il faut aller chercher, c'est dans nos ressources, et dans nos ressources à la fois minières, sur le sol qui existe et que nous avons, qu'il faut qu'on apprenne, nous, à développer, à travailler par nous-mêmes et pas par d'autres personnes qui le travaillent et qui s'en mettent plein les poches et nous donnent que 10%, mais que nous prenions nous-mêmes la mesure de ça. Alors, je ne veux pas passer pour une donneuse de leçons, Yaka Faucon, loin de Bamako, où je ne suis pas présente en ce moment, mais que dans mon cœur est là pleinement, mais consciente des réalités du pays, en se disant que si nous arrivons à prendre ces ressources-là et ensuite à se baser sur les ressources humaines que sont les Maliens, nous arriverons véritablement à nous sortir de cette situation un petit peu, je dirais même beaucoup, difficile. C'est des sujets passionnants quand on parle du pays, avec le patriotisme qui nous anime. On ne va pas s'arrêter. Malheureusement, je pense que le temps qu'on nous a donné était parti. Je voulais quand même remercier les fidèles auditeurs et aux auditrices de Moussoya, ceux qui nous suivent sur les ondes de la radio Joliba, ceux qui nous suivent à la télé, Joliba TV News, ceux qui nous suivent sur les plateformes digitales. C'est aussi votre émission pour réagir, pour proposer. Alors, on vient d'écouter Maï, l'enseignante, Maï, la proviseure, Maï, la militante, Maï, la patriote. Qu'est-ce que vous pensez de la scolarisation des filles? J'aimerais bien quand même aussi écouter vos témoignages et aussi avoir vos pistes de solutions par rapport aux défis qui ont été soulignés, non seulement au niveau personnel, familial, sociaux, au niveau institutionnel. Donc, vous pouvez réagir à cette émission via WhatsApp, si vous le voulez, plus 223 70 30 60 30. Plus 223 70 30 60 30 ou réagir au plus 1 516 912 08 49. Plus 516 912 08 49. Ça, c'est notre numéro aux USA. Ou seulement nous suivre sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Meta ou YouTube ou même sur X. Donc, nous restons vraiment disponibles pour vos propositions et surtout vos réactions par rapport à la scolarisation des filles que nous croyons est un levier, sinon la condition sine qua non pour le développement de nos nations. Alors, Maïl, votre mot de la fin. Et à quand cet établissement dont vous rêviez tant à Bamako ou au Mali ou dans une des régions, pourquoi pas à Kidal, pourquoi pas à Taoudeni? Absolument. Mais je rêve de construire cette école. J'ai eu la chance de recevoir des autorités maliennes il y a 4-5 ans dans l'établissement pour leur montrer les formations que j'offre ici. Elles sont multiples, elles sont très spécifiques, elles sont techniques et j'espère qu'on pourrait arriver un jour à concrétiser aussi un partenariat avec
de Bamako ou une autre ville, comme on a dit, pour ouvrir une école partenaire qui pourrait partager entre les ressources du Mali, le savoir-faire que nous avons ici avec mes professeurs et mes équipes. Et bien sûr, je suis à la disposition pleine et entière de mon pays pour faire participer mes élèves, mes équipes, mais surtout contribuer à mon modeste niveau à l'évolution de notre système scolaire malien qui en a besoin, même si on a entendu qu'il y a une évolution progressive qui se fait et il reste beaucoup à faire, et de manière instruction publique, j'insiste, par l'État. C'est sûr, il reste beaucoup à faire, mais j'espère qu'avec des femmes aussi engagées, militantes et disponibles comme vous, que vos enseignements, votre ouverture d'esprit, votre partage d'expérience vont servir pour motiver les uns et les autres, pas que les filles ou les femmes, mais tout le monde, tous ceux et toutes celles qui toutes les bonnes volontés, oui. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il faut un tout pour faire une nation. Donc, j'espère que pas qu'avec que les filles seulement, mais bien aussi les garçons. En tout cas, merci infiniment pour la disponibilité. D'ici là, je vous souhaite à toutes ceux et toutes celles qui nous suivent, merci encore pour la confiance et ne laissons aucune fille à côté. Nous avons besoin de tout le monde pour développer nos pays. Oui et oui à la scolarisation des filles. Oui au développement individuel et collectif, parce que c'est ensemble que nous ferons nos nations, nos différents pays. Merci infiniment et à très bientôt. Avançons avec la connaissance, avançons avec la lumière pour bâtir un avenir qui va nous éclairer tous et toutes et éclairer le futur. Merci. Comprendre la femme. Ah, nous sommes famille.